Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Club, une édition durant laquelle, et vous vous en doutez bien entendu, nous allons revenir largement sur cette double confrontation Maroc-Îles Comores en éliminatoire de la CAN. Quels enseignements peut-on en tirer ? Qu'est-ce qui risque de changer après ces deux matchs ? Hervé Renard va-t-il modifier un peu sa stratégie dans la gestion des Lions de l'Atlas ? Bref, va-t-on enfin passer à l'après-Coupe du Monde 2018 en Russie? Au menu également, mes amis, l'Allemagne et la Mannschaft en plein marasme, l'Italie et sa squadra azzurra en pleine reconstruction avec aux manettes un certain Roberto Mancini et puis un nouvel entraîneur qui arrive. C'est Thierry Henry qui prend les commandes de son tout premier club, l'AS Monaco. Amine Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jalel, comment allez-vous? Super bien. Je vous affirme avec joie et solennellement que je suis très content d'être parmi vous ce soir. Ben, moi aussi, c'est un plaisir partagé. L'idée, l'objectif serait d'avoir le même plaisir à la fin de l'émission qu'au début. Je te le garantis pas, mais bon, on verra. Reda Al-Lali, bonsoir. Présent, souple sur mes appuis, dans le rythme du match. Très heureux également d'être là et de parler avec vous de tout ce qui nous passionne, en particulier cette double confrontation contre les Comores qui nous a plongé dans l'euphorie. Laquelle? Avant de vous laisser parler, avant de vous écouter, qu'on vous parlez sérieusement et aussi qu'on vous parlez au deuxième, troisième, voire même au 25e degré, on va donner la parole maintenant au premier intéressé, au premier concerné, le sélectionneur Hervé Renard qui revient sur ce match à Maroc. Je pense que cette équipe des Comores a fait un très très bon début de match, mais on s'y attendait. Avec, comme vous le disiez, vous voyez à mes cheveux, énormément de vent, mais on avait le vent en deuxième mi-temps. C'est aussi pour ça qu'on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Donc on a mal entamé ce match avec des joueurs qui n'avaient jamais joué au niveau international. Vous le savez qu'il nous manquait beaucoup de joueurs, mais c'est bien de voyager, d'apprendre. Et l'essentiel, c'était de faire aussi bien que le Cameroun, si ce n'est mieux, puisqu'on est venu pour chercher mieux. On était à 5 minutes près sur une excellente deuxième mi-temps et c'est dommage que dans ces 5 dernières minutes, on ne réussisse pas à garder le résultat positif, c'est-à-dire les 3 points. Mais le champion d'Afrique, le Cameroun, a fait un partout aussi ici. Donc voilà, c'était une journée qu'on savait difficile. C'est le football, parfois c'est difficile, c'est les circonstances de l'Afrique qui font qu'il faut être solide. Et pour être solide, il ne faut pas perdre les matchs. Et puis le but, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire dans les 2 premiers, donc on continue. Voilà, donc première réaction d'Hervé Renard au micro du site de la Fédération royale marocaine de football. Les amis, une première réaction après cette double confrontation. En résumé, 4 points en 2 matchs, c'est bien. J'aurais bien accepté ça avant cette semaine internationale. Donc, point de vue comptable, oui, rien à dire, c'est correct. Après, sur le contenu, c'était quand même beaucoup de choses à dire. Et par rapport à ce qui a été proposé par l'équipe du Maroc, ces 4 points sont nettement au-dessus de ce qu'on méritait sans doute. Et on a beaucoup souffert, et on a beaucoup appris de choses, et on a beaucoup de doutes aujourd'hui par rapport aux certitudes qu'on avait au lendemain du mondial et même au lendemain du match contre le Malawi. Voilà, on a beaucoup de questions dans la tête aujourd'hui. Amine. Ce que je dirais d'injuste, je trouve quand même qu'on est bien payé, 4 points sur les 2 matchs, notamment sur le premier où on en parlera. Je trouve bien plus mauvais que le second parce que les conditions étaient bien meilleures pour nous. Mais on est tombé sur une équipe qui, sur la somme de ses talents individuels, était très largement supérieure. Moi, je dis bien très largement parce que j'ai vu une très belle équipe du Comores à laquelle on ne s'attendait pas. Et je crois que même l'équipe du Maroc non plus ne s'attendait pas. Après, sur le second match, effectivement, c'est un nul qui est peut-être un peu moins heureux parce que je pense que ça reflète bien la physionomie du match. Maintenant, je pense que honnêtement, il y a de quoi être inquiet par rapport à une CAN sur laquelle on a quand même de grosses ambitions. Sur ce qu'on peut en voir sur tous les secteurs de jeu, c'est pas glorieux. Notamment, on en parlera de la défense, au milieu avec le renouvellement. Devant, c'est pas non plus très folichon. Il y a, je pense, à boire et à manger, pas mal de choses à dire.
Donc, des Lions de l'Atlas au ralenti. On parlait de l'objectif, c'est de gagner cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Objectif annoncé, affiché par les responsables de la fédération, à leur tête le patron, le président aujourd'hui. Encore faut-il se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste une précision, on sait que le Cameroun est qualifié d'office, mais les résultats des matchs du Cameroun sont comptabilisés. C'est ça un petit peu la nuance par rapport à ce qui se fait par exemple en Europe. Bon, pour l'instant, le Cameroun est en train de jouer le jeu, mais est-ce qu'il va y avoir de tentation? Parce que le concept, la réalité est une chose, mais le principe est un petit peu, à mon sens, un peu dangereux. Le Maroc a son destin entre les mains. Oui. On est deuxième, on a 3 points. Du cas du Maroc. Oui, non. Moi, de toute façon, si tu veux parler d'éthique et de logique sportive, c'est ça? Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais même avant ça, quand on demande à un pays qui s'appelle le Cameroun de faire une CAN et qu'au milieu du deal, on augmente le nombre de participants, puisqu'il passe à 24 alors qu'il s'était engagé sur une CAN classique, à 16. Je veux dire, déjà là, on est dans autre chose. Donc depuis le début, ensuite la gestion effectivement de cette partie, de cette poule avec le pays organisateur, elle est un peu bizarre. Mais bon, globalement, on n'est pas mal comptablement. Bien sûr. On est bien. Il ne faut pas non plus dramatiser. On a dans notre histoire, l'histoire des éliminatoires de Coupe du Monde ou de Cannes, c'est-à-dire des éliminatoires africaines, on a peu de victoires à l'extérieur, le Maroc. C'est pas évident, surtout il y a eu effectivement l'énorme victoire dont tout le monde se rappelle en Côte d'Ivoire. C'est arrivé, c'est pas jamais arrivé. Mais on a connu des grosses équipes du Maroc qui allaient chercher des 0-0, qui ont été très contents. Mais là, je pense que... Maintenant, sur la forme et sur le match de Casa, oui. Voilà. Je pense que le premier match... c'est ça ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'on est plus inquiété par ce premier match que l'équipe du Maroc a gagné, dans quelles conditions, mais que l'équipe du Maroc a gagné, que par le second où effectivement les conditions de jeu, on ne dit pas ça pour justifier ce match nul, mais ce n'était pas terrible, ni pour les Marocains, ni pour les joueurs des îles Comores, qui évoluent tous en Europe dans des divisions inférieures, certes, mais qui n'ont pas l'habitude également de jouer sur une pelouse pareille. Mais tu parles sur le second match. Oui. Il n'est même pas à prendre en considération, je pense, qu'il avait un intérêt comptable seulement, le second match. Il n'avait pas d'intérêt en termes d'enseignement, on va dire. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est à 3 points devant le Malawi, on reçoit le Camerounais, on se dépasse, on a très largement, comme dirait David, les tes mains. Et je pense qu'à 90%, ou voire 99%, je ne sais pas, on va un goal average particulier, très largement, avec 3-0. Mais au-delà de ça, je pense que ce n'est pas notre principale problématique aujourd'hui. La principale problématique, c'est notre capacité à nous renouveler après la Coupe du Monde. Et c'est là où je pense qu'on va avoir à boire et à manger pendant longtemps. Et c'est là où j'ai l'impression, cette mue qu'on n'a pas encore entamée. En tout cas, cette double confrontation face aux Comores, le principal enseignement, c'est qu'on n'est plus sur le nuage de la Coupe du Monde. C'est le réveil, le dur réveil de cette sélection marocaine après cette Coupe du Monde. Bon, il y a eu ce match face au Malawi remporté 3-0, même si le score est aussi là un peu trompeur. Flatteur, ouais. Mais là, face aux îles Comores, parce qu'on ne s'y attendait pas aussi, il faut le dire, un réveil difficile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'est pas très nettement au-dessus des autres. Et on a plein de petits défauts qu'on connaît, c'est-à-dire on a une Ziyech dépendance en termes de créativité, on a des problèmes de latéraux, on a des incertitudes sur la condition physique de certains joueurs, on a quelques faiblesses. Une défense qui était le point fort de cette sélection, un peu poireuse. Et qui va relancer le débat sur Benatia, je pense qu'il va falloir le poser ce débat-là. Mais il n'y a pas de débat, il ne veut pas venir. Tu peux faire un débat si tu veux, mais c'est lui qui... Non, il ne va pas venir. On a quand même fait une émission il y a juste une semaine où Renard disait très clairement que le cas serait tranché en janvier. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir des certitudes par rapport à sa charnière centrale. Et cette double confrontation des Comores, à mon sens,
a dû ébranler ses certitudes. Parce Mais que justement, c'est ce que je voulais dire. Tu fais bien de. Je pense que beaucoup de certitudes ont été ébranlées. Ouais. Quand tu vois un peu les changements et les feuilles de match de Renard sur ces deux matchs, regarde bien. Dans le premier match, Dirar et Boursofa débarquent. Ils disparaissent du deuxième. Kabi rentre en deuxième mi-temps, il n'est pas sur le banc au retour. Azaro finit le match, il ne joue pas le deuxième, etc. etc. Boutaïeb est sorti après 45 minutes lors du premier match, il est titulaire et marque. Il reste C'est le ridicule premier sur un match. bout de 35 minutes, On fait le quand premier match avec Bono pour de gardien de but. Ça, Le deuxième avec. Non, on a l'impression qu'on n'a plus. On a l'impression Saïdi rentre et sort aussitôt au deuxième match. Changement tactique. Hein. Toujours est-il que l'impression que ça donne, vu de l'extérieur, et je te rajoute ça, l'état de nerfs de Hervé Renard, qui a piqué une véritable crise en première mi-temps, où il aurait pu d'ailleurs être expulsé parce qu'il a eu vraiment un geste d'humeur par rapport à l'arbitrage. qui lui est pas coutumé, Qui n'est c'était pas très coutumier. bizarre. Quand je ramasse tout ça, j'ai quand même l'impression que beaucoup de choses ont déçu Hervé Renard. Et je te rajoute un dernier élément, qui est que pour moi, dans ces deux matchs, il y a eu un parfum. Pourquoi on surréagit peut-être par rapport à la réalité de comptable, qu'il faut juste se qualifier, qu'on a eu 4 points en 2 matchs. Parce qu'il y a eu un petit parfum de déjà-vu. Voilà, dans ce qu'on a vu cette semaine, mardi, samedi au Stade d'Honneur et mardi au Stade des Comores. Il y a un petit parfum de déjà-vu, un petit parfum de lenteur. De déjà vu qu'on n'a pas vu avec Renard. Voilà, de déjà vu. Voilà. Il y avait une odeur de Guérette. C'est un petit peu ça aussi. Tu as eu la phrase Ce beau concept de guérétisation. la guérétisation d'Hervé Renard. Rappelez-vous, même pas seulement, rappelez-vous de Taussi et avec Walid Regragui, rappelez-vous de cette mi-temps contre l'Angola, rappelez-vous de ce premier mi-temps contre les Cap-Vert où on est mené 1-0 en phase finale de la CAN 2013. C'est-à-dire, bon, je synthétise rapidement cette espèce de parfum, pas d'engagement, peu de rythme, techniquement un peu faible, pas d'idée. Moi, je trouve que c'est là où le bas blesse. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'engagement. Je trouve quand même quand il fallait mettre le pied, ils l'ont mis, d'ailleurs, notamment le second, on l'oublie. Hein. Sur le premier match, c'était très crispé. Même entre les joueurs, il y a eu, quand il fallait aller au charbon, je pense que... Blocage psychologique. On parlait de blocage psychologique avec... Je trouve quand même que la seule qualité que Renard continue à insuffler à ses équipes, c'est l'engagement. C'est l'engagement et le fait d'y aller tout le temps. Et ce n'était pas le cas avant. Par contre, moi, ma principale crainte, elle est vraiment essentiellement technique. Bah ouais. Et on en parlait beaucoup avec là dans la voiture parce que je trouve qu'aujourd'hui, de la technique va découler beaucoup de choses. Je trouve quand même que dès qu'aujourd'hui, je parle en africain, je ne parle pas de la Coupe du Monde qui est autre chose, on tombe sur une équipe qui nous est supérieure techniquement et largement comme les Comores, on est très vite à court d'idées. C'est-à-dire que je trouve que notre niveau quand même global est tellement faible qu'on peut... Je dois venir en réalité avec... Non, pourtant. Je trouve quand même notre niveau global... Tu viens de dire un truc, que les Comores sont largement... Nous sommes largement supérieurs techniquement. Moi, je peux en débattre sur ça. Moi, je trouve que les Comores... alors, regarde-moi dans les yeux. Oui. Enfin, voilà, dans les caméras. Moi, je trouve que sur le premier match, dans la sortie de ballon... Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé les cartons. Voilà. On ne peut pas. Mais on peut pas accepter des analyses pareilles. Mais je te jure, mais déjà, elle se tient parce que je peux les défendre. Oui, et parce que très honnêtement, je trouve que sur le premier match, elle nous a été très largement supérieure. Revoyons juste sur le premier match. Oui, là je suis d'accord. Un par un, les sorties de ballon. Notamment les sorties de ballon exceptionnelles. Incroyable. J'ai rarement vu pour une équipe des Comores qui jouait quand même une équipe mondialiste sortir le ballon comme ça à mettre en parallèle avec les affreuses relances de Seïs Dacosta. Bah oui, bien sûr. Il y a ça. Bien sûr. Regarde, la technique, c'est quoi dans les premiers contrôles, dans leur contrôle orienté, c'est très rare où ils balançaient. Dans les 1 contre 1, leur numéro 7 dont j'ai oublié le nom. Souleymane, voilà. Exceptionnel. On l'a pas vu au match retour non plus. On l'a pas vu, sur ce terrain. Dans les passes, dans les transitions, dans tout ce que tu veux, je trouve que techniquement, ils étaient là, on a été véritablement là. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est le plus grave, c'est qu'à aucun moment, Renard n'a pu, dans sa mise en place, trouver une manière de les contrer. Parce que... si, il a essayé en deuxième période. En faisant sauter Dirar, en faisant sauter Boursofa et en faisant sauter. Il n'est pas arrivé, il a fallu attendre le péno de la 96e. Mais au-delà de ça, tu vois bien. Essayé, il n'a pas essayé. Il n'y a pas réussi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le répondant technique. Aujourd'hui, on peut bien travailler les phases offensives. C'est un problème de sécheresse. C'est un mec, quand il contrôle un ballon, quand il est à 3 mètres, comme à part Fajar, qui a un semblant de pied droit qui tient la route, je suis désolé. La plupart, Nsere, il est tout ce que tu veux, mais ses contrôles sont horribles. Boutaïeb, ses premiers contrôles sont horribles. On peut prendre la moitié de l'équipe. Je ne parle même pas des relances de Seïd Acosta, mais je trouve qu'on a un déficit technique qui est incroyable. C'est là où j'ai un problème avec Amine. Pour moi,
si on a vu, et je suis d'accord sur le constat, des Comores qui sortent des ballons plus propres, qui vont plus facilement vers l'avant, beaucoup plus de fluidité, leurs buts sont construits. Hein, voilà, Oui. on a ce but qui tombe du ciel sur le compte Ouais, de Hamada, je ne sais pas comment il faut le dire. La pelouse, Ahmada. Ahmeda, voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui nous sont tombées du ciel. Tu parles d'intensité et de pressing, etc. On l'a eu, je vais te dire, en début de deuxième mi-temps au retour, et on l'a eu en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps à l'aller. Casablanca. Ouais. Globalement, on n'a pas eu ces grosses entames de match. Et l'état de nerfs de Renard en première mi-temps, et même la sortie de Saïdi, c'est parce qu'il avait, à mon avis, mis une équipe en face d'une autre pour récupérer un match nul. Il a vu l'état du terrain, il est arrivé là-bas, il a dit ça ne va pas le faire, on va la jouer un peu défensive, et je te mets en gros 4 numéros 6 au milieu de terrain, c'est-à-dire dans l'ordre Fajr, Amrabat Soufiane, notre ami Saïdi, et pour terminer Ahmadi, qui sont plus dans la récupération que dans la projection vers l'avant. Et devant, je te mets Boutayeb, Amrabat. C'est pas l'équipe la plus de construction, c'est une équipe. Voilà. Il fallait faire aussi bien que Cameroun qui est venu faire un partout ici. Voilà. Et là, bim, badaboum, on prend ce but qui est construit, démarrage dans le dos de Mendil, centre en retrait, tout le monde qui se regarde, Hager, etc. Une super collection d'erreurs là. Voilà, sur ce exactement. but. Voilà. Avec là, notamment Hamza Mendil, il faut qu'on en reparle. Et là, il faut revenir au score. On n'a pas sur le terrain quelque chose qui peut construire. Donc tu sors Saïdi pour faire rentrer Haddad et bon, finalement. Mais on n'a pas eu un gros impact. Si les Comores, alors là, je vais le dire, si les Comores ont eu l'air supérieurs au Maroc techniquement, et ils l'ont été, je suis désolé, c'est peut-être un problème de blocage psychologique. Parce qu'il y a à un moment la réalité de la valeur des joueurs. La réalité de la valeur des joueurs, c'est pas. Non, mais la réalité de la valeur des joueurs, on parle des Marocains parce qu'on les connaît, mais aujourd'hui, qui connaît les joueurs des Comores qui jouent quasiment tous dans les divisions inférieures. C'est bien ce que je te dis. Mais là, on les a découverts, ils sont quand même incroyables, on le voit bien. C'est là où toi et moi, on ne s'entendra pas sur la. Incroyable, ou alors ils ont fait le match de leur vie. Et on les a rendus incroyables aussi. On les a rendus incroyables. Oui, peut-être, mais bon. Mais pardon, justement, on voit l'image de contre Cameroun, champion d'Afrique. Amrabat, Soufiane Amrabat, et on voit son image derrière nous, là, juste derrière toi. Comment vous avez jugé sa prestation? Parce moi, je vais te dire, la cible des critiques on n'a pratiquement pas vu. Moi, pour être très honnête, sur le deuxième match, je vais être sincère. Ouais. J'ai beaucoup de mal à apprécier les performances individuelles. Ouais. Je ne sais pas. Je voyais une espèce de magma, de ballon en l'air. Alors, je vais te dire qui j'ai vu. J'ai vu notre ami Nordin Amrabat, parce qu'on le voit tout le temps. De toute façon, il remplit l'écran et voilà. J'ai vu beaucoup Ahmadi, parce qu'il essaie de mettre de l'impact au milieu de terrain, y compris dans le combat physique, pour essayer de gratter des ballons. Il a fait son boulot et il a un gros volume. Fajr tirant des corners. J'ai vu Fajr tirant des corners et j'ai vu Mendil se retournant derrière l'ailier qui partait dans son dos. Tout le reste. On dit qu'on ne parlerait pas du match retour parce qu'il est inanalysable. Non, mais c'est pour ça. Tu me parles de Soufiane Amrabat. Qui ne joue pas dans son club déjà. Je ne sais pas s'il a joué non plus au Comores. Ce match-là, honnêtement. Quel poste il a joué? Il a joué milieu défensif. Parce que quand Saïdi sort et qu'il est remplacé par. Même le repositionnement tactique, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le repositionnement tactique. C'est pour ça que le deuxième match, il est compliqué pour moi à analyser. Et sincèrement, je le considère globalement positif. Par rapport au premier qui était inquiétant. Et ce 1-0 cache-misère là. Parce qu'au premier match, on peut aussi parler de l'arbitrage, qui a quand même été super sympa avec nous. Qui a été scandaleusement pour nous, tu veux dire que super sympa, ça ne fait mieux. Jalel. Non, c'est un arbitrage maison. C'est un arbitrage maison. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Parce qu'il a, franchement, on est en péno, il y a péno, et on dit qu'il est au-delà du temps réglementaire, mais cela dit, moi, il y avait aussi moi, c'est pas ce qui choque. C'est pas le péno qui choque. Ce qui choque, c'est un éventuel péno non sifflé en deuxième mi-temps pour eux. C'est une faute, on ne sait pas si elle est dans la surface ou en dehors de la surface. C'est au moins 15 actions litigieuses qu'il aurait dû siffler. Quand il a sifflé. Il a fait un arbitrage maison, Brefri, l'arbitre mauritanien. Par contre, on salue l'arbitre kenyan. Parce que moi, je pense pourquoi ils sont là-dessus. Tu peux employer le terme arbitrage maison quand on est dans les 80-90, quand c'était quelque chose de global et d'accepté dans le monde du football. Nous sommes en 2018, il y a le VAR. Il y a 5 arbitres sur le terrain, dont 2 ne servent pas à grand-chose. On fait tout aujourd'hui pour minimiser un maximum d'erreurs. Donc quand on arrive aujourd'hui à quelque chose d'aussi spectaculaire dans la bêtise, ce n'est plus un arbitrage maison. C'est un scandale, pour moi en tout cas. Il y a eu quelque chose de spectaculaire aussi, et d'énormes polémiques, même pour le match hier entre l'Allemagne et la France, sur le pénalty inexistant de l'équipe de France. Il y a 5 arbitres, il n'y a pas de... La différence, mais on est marocains. On a vu des matchs, on a souvent été victimes. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Non, mais maintenant, quand le vent tourne. Le vent, il a tourné depuis 3 ans. Quand c'est un rappel. Quand Dacosta te découpe quelqu'un qui va au but, qui fait une faute qui voit un jaune et demi, une deuxième qui voit un jaune moins le cas. Bon, on l'a senti. On va pas se justifier. Tout le monde a compris. Moi, je le dis parce que par un tel intellectuel, je passe à autre chose parce que sur le penalty, je pense que. Mais globalement, on s'est retrouvé devant une équipe qui
à aucun moment, Amine a raison, ne s'est montré supérieur aux Comores, ni à l'aller, ni au retour. On s'est retrouvé devant une équipe où maintenant chaque poste pose question. On savait tous plus ou moins comment on allait rentrer en Coupe du Monde. On était capable de faire 10 des 11. On avait des débats qui avaient au bouteiller depuis bien longtemps. Voilà. Et on se retrouve devant toutes nos limites mises à nu. Ouais. C'est-à-dire que, je le répète, on n'avait pas de tapis de sécurité. Et il a suffi que tous les problèmes arrivent en même temps pour que ça bug. Et ça a bugué. D'où Amine Hereda, le nouvel axe de débat. On va finir avec ces 2 matchs. On va se projeter. Hervé Renard. Maintenant, que doit-il changer dans la gestion au niveau de cette équipe nationale avant ce match contre le Cameroun? Est-ce qu'il va le faire avant ce match de Cameroun et avant la CAN? Moi, je pense que déjà, les matchs qualificatifs n'apporteront pas plus d'enseignement parce que je pense que ça va être une problématique comptable qu'on va résoudre. Est-ce qu'il est conscient que son équipe a beaucoup souffert, que c'était très compliqué? Maintenant, je pense que véritablement, il y a une réflexion à mener pour la CAN. Parce que le Cameroun, c'est le mois prochain. Donc il ne va pas non plus révolutionner son groupe. Donc on va aller sur le même schéma. Il faudra gagner ici, aller chercher un bon résultat au Malawi. Donc là, on est sur du comptable. Maintenant, s'il y a réflexion à mener et travail à mener à moyen et long terme, on va dire à moyen terme, c'est pour la CAN. Et là, effectivement, je pense qu'il faudra réfléchir ligne par ligne, au-delà de poste par poste, déjà dans une réflexion globale. Ouais. Déjà, figer un gardien. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait quand même bien heureux de savoir quel sera le gardien. Aucun de nous ne peut le dire. Bono a donné satisfaction. Mounir est dans la lignée de ce qu'il a fait jusque-là. Mais ça, c'est un problème de riche, mais il faudra. On a 2 super gardiens. Je pense que c'est pas la principale. On a vu la Coupe du Monde 2006 en France, comment couper. Ami, c'est pas le principal souci aujourd'hui. Figer, par exemple, figer Hakimi surtout. Ça, c'est important. C'est un échec. Après, je pense qu'il fallait travailler ligne par ligne. Aujourd'hui, Hakimi, je trouve par exemple, bizarrement, quand il est passé à droite contre les Comores, il a été moins bon que quand il faisait ses matchs à gauche. Bizarrement. Donc après, il faudra peut-être. Il a été moins bon, plus scolaire. Il y a ce que pense tout le monde. Voilà, il y a ce que je pense moi. Mais tu sais que le moment que je partage avec moi-même, ça me va très bien. Après, effectivement, il faudra afficher derrière. Aujourd'hui, Benatia, c'est bien beau, Benatia, c'est sorti. Humainement, c'est pas génial, son comportement. Mais aujourd'hui, franchement, autant Saïs est très bien installé, autant on a bien vu que Dacosta ne ferait pas toutes les garanties, que Egger n'était pas prêt, que Daré, c'est juste Daré, quoi. Donc que Banoun n'est pas appelé. Donc il faudra, je pense que la charnière centrale va très rapidement poser problème. Que Zouher Fdal pourrait avoir sa chance. On connaît la situation de Zouher Fdal, notamment sa sortie contre Renard, même s'il a fait des excuses. Non, il s'est excusé. On les a vus. Banoun, je pense que l'avenir de cette sélection ne dépend pas, parce que j'ai l'impression que depuis le début de l'émission que tu dis, si Benatia revient. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis juste aujourd'hui que. Tu dis qu'il n'y a pas de défense sans Benatia. Non, ça c'est la majorité intellectuelle. Tu n'es pas monsieur comme ça, toi, jamais de la vie. Je dis juste à Sigelel que autant ça nous paraissait évident qu'un départ de Benatia ne nous affecterait pas. Mais il est parti, Benatia. Oublie-le, pense à l'avenir. Je suis d'accord avec il n'y a pas de débat. Parce que il veut pas. Mais tu as fait toute une émission la semaine dernière sur le fait de Benatia revenir au pas en 2019, j'ai pas compris. Non, c'est ce que dit Hervé Renard. C'est ce que dit Hervé Renard, pour moi c'est parole d'évangile. C'est lui sélectionneur, c'est ni toi ni moi, ni Renard. Il dit qu'il va faire de son mieux, mais que dans 3 mois, il prendra la décision. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de savoir s'il y a une relève de Benatia. C'est ce que je fais. Je ne dis pas que Benatia veut. À mon avis, la relève, je ne la vois pas. Ni Dacosta, ni Egger, ni Daré. Moi, je ne vais pas rentrer dans le poste par poste parce que je crois qu'on ne va pas y arriver. Juste ligne par ligne, moi je dis. Non, on t'a arrêté au milieu de terrain et je pense que ça allait continuer. D'un point de vue philosophique, moi, je n'étais pas d'accord avec toi la semaine dernière quand tu nous disais qu'il fallait renouveler. Et en fait, peut-être tu avais raison. Quand j'ai vu ces matchs, j'ai un peu changé d'avis. Je me suis dit que peut-être que c'était une équipe qui était en fin de cycle et je voyais la fin de cycle potentiellement après la CAN et peut-être que la fin de cycle, peut-être que même psychologiquement, ces joueurs ont beaucoup donné pendant la Coupe du Monde et ils estiment que voilà, qu'on a atteint un petit pic. Maintenant, le problème de cette théorie, il y en a 2. Le premier, c'est qu'on a très peu de matchs pour reconstruire un nouveau groupe. On voit la difficulté avec laquelle on a bâti cette équipe. On va pas pouvoir. Il nous reste 4 matchs, 2 matchs officiels, Cameroun-Malawi, et 2 matchs amicaux qui vont tomber dans la Tunisie FIFA. Aussi. Voilà. Donc on va avoir globalement juste après le Cameroun. On va avoir très peu de matchs. Donc ça va être très difficile de construire un nouveau groupe. D'où la limite de cette histoire de renouvellement. Mais je pense effectivement qu'il faut injecter du sang neuf. Maintenant, excuse-moi. Mais il y a juste milieu entre un nouveau groupe et du sang neuf. Oui, mais le problème qu'on a avec cette équipe du Maroc.
Si tu te rappelles, ce groupe, on le connaît. Maintenant, je te cite les joueurs, on connaît leur tête. Il y a 3-4 ans, quand Zaki est sélectionné, on découvrait. On avait des gens qui passaient par là, qui disparaissaient. Il y a eu je peux te donner des noms, peut-être tu as sûrement oublié, des Belghazouani, des Régatins, des gens comme ça qu'on a vu passer très vite. Et à un moment, ça s'est figé. Renard, il s'est figé avec cela. Et sincèrement, pour moi, cela, c'est un groupe. Et c'est peut-être le meilleur groupe qu'on peut avoir. Mais ce n'est sûrement pas les meilleurs joueurs marocains en activité. Je veux dire, moi, si on n'avait pas, je dis n'importe quoi, Bouheddouz ou Boutaïb, mais Nabil Zahar, ça serait peut-être pas pire. Mais il se trouve que lui s'est installé, qu'il a globalement fait sa place dans ce groupe-là, et que la règle dans ce genre de sélection, c'est qu'il faut être beaucoup meilleur que le titulaire pour déloger quelqu'un. Voilà. Si on n'avait pas Agerd, mais Yamer, Benoun ou peut-être Fdal, ça ne serait pas non plus catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant des gens qui sont incontestables par la puissance de leur football, mais un groupe qui a été construit par Renard. C'est pour ça que pour moi, j'ai un grand problème philosophique avec l'idée quand Mendil, tu peux me parler jusqu'à après-demain, je veux dire, en arrière-gauche, voilà, il est là, mais il pourrait être un autre. On a le meilleur groupe possible par Hervé Renard, mais il est possible d'en avoir un autre. Mais pas en 12 mois. Voilà mon problème, pas en 12 mois. En 12 mois, on ne va pas y arriver. Alors, quelle est la solution du goutte à goutte? C'est de mourir avec ses idées et ses hommes. Je ne sais pas. Je suis un petit peu, je le dis, je suis un petit peu pessimiste par rapport au manque de temps qu'on a et à la nécessité effectivement de faire tourner. Je ne sais pas comment ça va se gérer. J'attends de voir. J'espère que ça va marcher, mais je suis un petit peu inquiet quand même. Mais en tout cas, on aura d'autres occasions, les amis, de revenir sur cette sélection marocaine dans quelques semaines avec la réception des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun qualifié, et bien sûr, en tant que pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, tout comme la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et une première, Madagascar, le pays du président de la CAF, Ahmed. Restez avec nous, on va se retrouver dans un très court instant, toujours avec Reda Alali et Amin Rahmouni, pour parler maintenant, d'une très très grande nation de football, d'une grande sélection en plein marasme, la Nationalmannschaft allemande. A tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club, votre émission, avec bien sûr une première partie qu'on a consacrée au Lion de l'Atlas, une deuxième, un voyage en Europe, en Allemagne, en Italie, en France notamment, l'Allemagne où la sélection est au fond du trou et son sélectionneur Joachim Löw qui est fragilisé après la gifle reçue aux Pays-Bas. Il avait pourtant changé plein de joueurs et redonné un souffle à son équipe au coup d'envoi face à l'équipe de France. Mais au final, une nouvelle défaite et un record les amis. 6e défaite en une année calendaire. L'équipe d'Allemagne n'a jamais fait pire. Pour en parler, on va rejoindre notre consultant pour le football allemand, David Lortolari. David. C'est un événement, bien sûr, sur le plan statistique, sur le plan comptable, sur le plan mathématique. Jamais l'équipe nationale d'Allemagne, dans son histoire riche et longue, n'avait perdu 6 fois au cours d'une année calendaire, au cours d'une année pleine. C'est un coup supplémentaire donc au moral de cette équipe qui a souffert ces derniers temps depuis la Coupe du Monde et même avant des maux qu'on lui connaît, un jeu stérile, un jeu où l'équipe a beaucoup de peine à concrétiser ses occasions. Et pourtant, paradoxe quand même ce matin dans les médias allemands, on considère cette défaite presque comme une petite victoire parce que l'équipe a montré tout autre chose sur le plan organisationnel et sur le plan mental qu'elle n'avait montré à l'occasion des derniers matchs. Donc c'est aussi cette défaite peut-être un motif d'espoir et c'est en tout cas pour le sélectionneur certainement un peu d'air pour lui, pour respirer et pour céder, lâcher un peu de pression. Voilà, un peu d'air pour respirer pour Joachim Löw qui, après 12 ans poste, le technicien allemand, est-il encore l'homme de la situation après une telle série de contre-performances? On est en droit de se poser la question, mais peut-être qu'en Allemagne, on est un petit chouïa plus patient avec les sélectionneurs qu'un peu partout ailleurs. On va écouter d'abord la réaction de Joachim Löw. Habe ich schon nach dem Spiel am Samstagabend gesagt,
J'ai déjà dit après le match contre les Pays-Bas qu'il est normal d'être sévèrement critiqué. Je m'y attendais, mais je sais très bien comment m'y prendre car ma tâche consiste à préparer l'équipe pour le match suivant et à me concentrer à 100% sur cela. C'est important pour moi de prendre les bonnes décisions pour une bonne performance de l'équipe. C'est ma tâche. Une équipe d'Allemagne qui saute dès le premier tour d'une Coupe du Monde, une première. Une équipe d'Allemagne qui collectionne des contre-performances. 6 défaites, on l'a vu avec David Lortolari. Comment c'est arrivé? Je pense qu'il devrait s'inspirer un peu du modèle marocain, puisqu'on passe notre temps à répéter systématiquement qu'ils n'ont eu que 11 sélectionneurs, je pense, depuis le début 10 ou 11, depuis le début du football, c'est-à-dire 1890, qui font enlever les deux guerres mondiales où ils ne jouaient pas au foot. Et en même temps, nous, on en a eu, je pense, autant dans les dernières années. Mais là, voilà, mais c'est les limites du modèle. Là, je pense que Joachim Löw, à un moment, il faut passer le flambeau, quoi. C'est très difficile de se réinventer avec une équipe qui t'a porté au sommet. C'est-à-dire que 2014, tu gagnes tout avec cette équipe-là. Ça peut presque. Il gagne dans la foulée la Coupe de la Confédération avec des jeunes, voilà. Et c'est ce qui se passe aussi avec Zidane. On a l'impression que quand tu gagnes beaucoup avec une équipe, c'est quelqu'un d'autre qui doit la démembrer, la démanteler. Non, mais j'ai pas d'autre exemple. Le seul contre-exemple, j'ai réfléchi à ça pendant la pub, c'est Del Bosque qui enchaîne l'Euro, la Coupe du Monde et l'Euro, et qui fait un Euro après une Coupe du Monde et qui ensuite se plante dans la Coupe du Monde brésilienne, etc. Voilà, on a l'impression que le public allemand aujourd'hui, il attend beaucoup plus de caractère de son équipe. Il attend peut-être un football moins léché, plus direct, et surtout du caractère, parce que. Mais il a essayé de changer les choses quand même face à l'équipe de France. D'abord, il a changé 5 joueurs. Et il a changé même de. Apparemment, ça a mieux joué. Moi, j'ai vu le match contre les Français et je vais reprendre la phrase d'Oleda quand il dit qu'il devrait s'inspirer du modèle marocain. Moi, je dirais que c'est le contraire. Je pense que les Marocains devraient s'inspirer du modèle allemand parce qu'on voit très clairement ici que. Oui, non, je sais bien. Mais moi, je plaisante pas. Je pense qu'on devrait vraiment s'inspirer du fait qu'aujourd'hui, il ne s'attarde pas seulement sur l'aspect comptable de la chose, à savoir une énième défaite, même si c'est contre les champions du monde, mais sur un rendu global. Et effectivement, déjà, ils perdent sur un pénalty. Je ne sais pas dans quel pays, les amis, en tout cas, dans nos contrées, on peut accepter 6 défaites. L'Allemagne. Je pense aussi qu'en France, ils peuvent le faire aussi. Mais au-delà de ça, c'est vrai, quand tu vois que le match qu'ils font contre la France n'est pas infamant. C'est-à-dire qu'ils tiennent très largement la cadence contre les champions du monde. Tu sais, tout ce débat, on l'a pour une seule raison. Qui est que je n'avais pas vu, effectivement, elle est magnifique, c'est génial. Je n'avais pas compris quand on me l'avait présenté, mais maintenant je l'ai compris. Cette histoire de descendre en deuxième division, de Ligue B, je ne sais pas comment ça. La D2 de la Ligue des Nations. La D2 de la Ligue des Nations est géniale. Et ils sont en route. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a mis le piment, ce n'est pas de la gagner, parce que personne ne parle vraiment de la gagner, mais cette espèce d'orgueil qu'a eu l'Italie après le premier match. L'autre jour, en regardant le match. L'Allemagne, on va descendre en deuxième division. Moi, j'adore cette nouvelle compétition, mais elle est magnifique. J'ai pensé à ça parce qu'on l'a descendu quand on en a fait une émission. Mais à culpa, Ligue des Nations, mais à culpa, UEFA, ça a injecté de l'intérêt dans des week-ends inintéressants, c'est-à-dire match amicaux, effectivement. Ça a injecté et de même voir. Pas le week-end, le bonheur, c'est que ça prend 4-5 jours. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir. Après les bonheurs, ça dépend comment les femmes réagissent. Mais et avec la Ligue des Nations et l'histoire des divisions, il y a chaque semaine, par exemple, à chaque compétition, il y a des demi-finales de Coupe du Monde. Il y a de belles affiches. C'est une question d'orgueil. On parlait de l'Allemagne. Moi, je trouve qu'ils sont dans leur jus, en fait. Ils sont fidèles à eux-mêmes. C'est que voilà, ils auraient pu effectivement se dire une énième défaite, on perd contre la France. On voit bien qu'ils perdent sur un penalty, tu as bien vu sur l'action de Matuidi où ça y est pas. Mais ils ne retiennent pas ça. Ils retiennent effectivement que l'équipe a eu, comme disait David, que l'équipe a eu du caractère, que l'équipe a tenté, que l'équipe a eu des occasions. Et c'est vrai, c'était pas scandaleux contre les Français. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a aussi des jeunes joueurs qui vont certainement rebondir. Quoi. Alors, mais quelque chose. Est-il l'homme de la situation? J'ai aussi posé la question de. Voilà, l'homme de la situation, bravo Amine. On a posé la question à notre consultant, David Lortolari. Effectivement, comment on gère cette histoire en Allemagne? C'est juste. Pour nous, en tout cas, c'est X-Files. On revient en Allemagne. Le sélectionneur allemand Joachim Löw dispose auprès de sa fédération en particulier et aussi en large part auprès des observateurs et des consultants dans le football allemand
d'un crédit pas illimité, bien sûr, parce que on ne peut pas accumuler des défaites comme ça a été le cas cette année impunément et indéfiniment, mais il dispose quand même d'un crédit, particulièrement auprès de sa fédération qui le protège. Il a été prolongé, on le sait, jusqu'en 2022, et la défaite d'hier, en fait, est une petite victoire, un petit succès pour lui, parce que, observe aujourd'hui les médias allemands, il a eu le courage. Et il a eu une part de réussite aussi, notamment en première mi-temps, une part de courage, on le disait, de modifier assez profondément son système, de modifier assez profondément son système de jeu, son idée de jeu générale, avec un milieu renforcé, avec une défense à 3 défenseurs axiaux, plus 2 joueurs excentrés, Schulz à gauche, Kehrer à droite, et puis 3 flèches devant, 3 jeunes joueurs, Werner, Sané, Gnabry, et certains médias ce matin considèrent que c'est peut-être la recette, dans la perspective de l'Euro 2020, c'est peut-être la recette pour contrer des équipes comme l'équipe championne du monde, et puis pour avoir du succès et pour gagner à nouveau un tournoi. Parce que bien sûr, l'Allemagne, c'est ce à quoi elle pense en priorité. Avant la Ligue des Nations, avant tout match amical, on pense surtout, et le palmarès l'a déjà prouvé largement, on pense surtout à gagner des tournois. Donc on considère que peut-être c'est une voie intéressante pour le football du futur proche, ce système avec seulement 3 défenseurs, un milieu très fort, très resserré, très renforcé, et puis devant des joueurs capables d'aller très vite pour marquer soit en contre-attaque, soit simplement dans le dos des défenseurs adverses. Donc quelque part, cette défaite pour Joachim Löw est, en tout cas dans l'analyse à chaud, presque un succès. Voilà, une défaite qui est presque un succès. C'est ça aussi encore la spécialité allemande. Il est en Allemagne Oui, aujourd'hui il est... Non, je me demande si cette avalanche d'autosatisfaction, moi j'écoute ce qu'il dit, je ne suis pas spécialiste du foot allemand, mais je pose des questions. Est-ce que le foot allemand n'est pas dans un mauvais moment, globalement, pas seulement la sélection? Est-ce que le Bayern est encore le Bayern? Je veux dire, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je ne sais pas, j'ai pas cette impression-là. C'est la mauvaise passe, même le Bayern, il reste sur 4 matchs sans Est-ce victoire. que le roi Sané ou Leroy, je ne sais pas, selon, parce que vous savez qu'il a été nommé le roi par rapport à Claude Leroy. Mais bon, finalement, ils disent Leroy parce qu'il, je ne sais pas s'il joue en Angleterre ou j'en sais rien. Voilà. Sané, Timo Werner, est-ce qu'on est au niveau des attaquants allemands historiques? Est-ce qu'on est dans la même qualité? Est-ce que l'âme a été remplacée? Je vous posais des questions comme ça. La question, Amine, je te donne la parole. Est-ce que si on met de côté Neuer, je vous pose la question tranquillement, et si je vous demande, les équipes d'Allemagne que vous avez vues, nous, c'est-à-dire de notre âge, lequel vous mettriez dans votre meilleure équipe d'Allemagne de tous les temps? Mais je vous pose la question. Mais la question aujourd'hui. Lequel la question aujourd'hui qui va est-ce que la machine n'est pas cassée? L'avenir de Joachim Löw, c'est justement son maintien et sa décision à tout prix de garder l'ossature Coupe du Monde avec Neuer, avec Hummels, avec Boateng, avec Kroos et avec Müller, des joueurs qui ne sont plus au top de leur forme. Le premier d'entre eux, c'est Neuer, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est clair, et tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, il y a un meilleur gardien en Allemagne que Neuer, c'est Ter Stegen, mais c'est Neuer qui joue. Déjà, oui, je pense que ça peut être compliqué, mais après, il y a deux phases. C'est ça le problème pour lui. Parce que j'ai fait mes devoirs, j'étais un petit peu lire l'histoire de l'Allemagne, j'étais étonné d'une chose. On dit qu'ils n'ont eu que 10... Et ça va expliquer pas mal de choses. Ils n'ont eu que 10 sélectionneurs dans le cours de leur histoire, mais surtout qu'ils ne virent jamais. Il ne vire jamais. C'est-à-dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, limite le toc qui veut être là, il va être condamné à réussir avec l'équipe qu'il doit mettre en place. Dans le sens où son prédécesseur, par exemple Klinsmann, qui avait aussi vécu de très mauvais moments en termes de résultats avec l'Allemagne, il n'a pas été viré. Klinsmann est parti son plein gré. Un jour, il a dû se réveiller. Bon, ils ont dû l'aider aussi à partir. Mais c'est lui qui s'est réveillé. Il dit bon, voilà, écoute, effectivement, ça ne tourne plus très très bien. Donc en fait, limite, quand David dit il a du crédit, non, je ne pense pas qu'il ait du crédit. Mais c'est qu'aujourd'hui, dans leur ADN et dans leur culture, on ne vire pas le sélectionneur. Et c'est à lui de trouver les bonnes solutions avec ce qu'il a. Et c'est là où je rejoins Reda. Peut-être que la génération, Kehrer, l'arrière droit, est un remplaçant au PSG où il doit jouer un match sur 10. Gnabry qui a joué aujourd'hui, c'est un remplaçant au Bayern. À part Kimmich Kimmich et Neuer, et pas le Neuer d'aujourd'hui. Et Kroos, effectivement. Mais sur la valeur actuelle, je prends Kimmich. Sincèrement, c'est le seul. Et Kroos aussi, mais c'est les seuls, effectivement. Quand tu les mets avec les 22 Français, avec les 11 Français, si tu veux. Voilà, ils ont fait France-Allemagne. Tu les mets, les 22, et tu fais ton équipe préférée, tu n'auras pas beaucoup d'Allemands. Je suis désolé. Mais il est condamné à réussir avec ça, Löw. Oui, parce qu'il y a un problème aussi peut-être de génération, d'où
la transition, parce que je vais vous parler aussi, mes amis, de l'Italie, autre grande nation de football en pleine reconstruction, avec aux manettes Roberto Mancini. Il doit construire, lui, après le désastre de Ventura et la non-qualification pour le mondial, une première depuis 1958 pour le football italien. Mancini qui, faute de talent, parce qu'en Italie aussi, il y a un vrai problème de talent et un vrai problème de joueurs italiens qui arrivent à jouer hors Italie et qui arrivent à briller, donc il n'y en a plus. Ça, c'est un véritable souci pour le football italien. Faute de talent, eh bien, il veut des joueurs motivés, des joueurs impliqués, Roberto Mancini. Simone Rovera est notre consultant pour le football italien. Il revient justement sur ce chantier titanesque qui attend le sélectionneur Mancini. Roberto Mancini disait qu'il ne faut pas prendre en considération le résultat de cette Nation League. L'important, c'est de trouver un groupe, de trouver un jeu, de comprendre quels sont les joueurs plus adaptés pour cette sélection. Ceux qui ont plus d'envie, ceux qui ont plus de jambes, ceux qui ont plus de qualité. Sur ça, il a un peu un parallèle avec l'Italie de Conte. Conte cherchait des joueurs qui avaient faim, qui avaient envie de tout donner pour cette sélection. Lui aussi, mais avec une différence, sa philosophie, c'est de faire du beau jeu, de faire bien jouer cette sélection. Et peu importe si les résultats n'arrivent pas au début, il est convaincu que pour l'Euro 2020, cette philosophie de bâtir une équipe qui joue bien pourra donner des résultats. Donc il faudra que tous, 60%, pas seulement en club, mais en sélection, et que tout le monde ait envie de jouer en sélection. Mancini veut redonner tout ça aux Italiennes, redonner une sélection qui vaut la peine regarder à la télé, qui vaut la peine supporter au stade. Et je pense qu'il est en train de réussir sur ça. Où est donc l'Italie? Où sont les Italiens? Où sont les joueurs italiens? Parce que... C'est incroyable. Quand j'écoute Simone Rovera, me revient l'analyse qui a beaucoup fleuri ces dernières années, qui disait en fait que les clubs allaient prendre le pas, et les compétitions en club prendre le pas en fait sur les équipes nationales et les compétitions d'équipes nationales. Et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu le cas, parce que quand tu vois le discours des entraîneurs, tous demandent des joueurs qui ont encore envie de venir. Ouais. Chose qui, moi par exemple en Italie dans les années 80-90, un entraîneur qui parlait de joueurs qui ont envie de venir, parce que les gars venaient spontanément et avec grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui qu'on a l'impression que les clubs ont pris tellement d'importance que les joueurs veulent tout donner pour les clubs et traînent des pattes et rechignent à venir en équipe nationale. Aujourd'hui, ils sont en demande de ça. Donc nous, en Italie, ils ont le même problème qu'au Maroc. Ils veulent des joueurs qui jouent motivés. Avec Critelia ou Orjula. C'est incroyable quand même. Mais t'imagines ça de l'époque de Paolo Rossi et des fous furieux qu'il y avait à l'époque? Il faut le dire, aujourd'hui, le football des nations n'est plus l'émanation d'une culture collective. Et on a tous l'impression que toutes ces équipes nationales sont affadies. C'est-à-dire que l'Espagne est moins forte qu'elle l'était, le Brésil a l'air moins fort. Quand tu le vois, l'Argentine, n'en parlons pas, l'Italie, l'Allemagne, on vient d'en parler, la France est plus forte qu'hier, mais en face de ça, tout ce foot des nations qui passionne toujours les foules, dans les compétitions, les phases finales de compétition, pas forcément les phases éliminatoires, ce que tu perds en niveau technique, tu le gagnes en enthousiasme. Et on a besoin effectivement d'une Italie forte. Et on voit bien que globalement, ce n'est pas un pays qui produit d'aussi bons joueurs qu'il y a 10 ans, comme l'Allemagne. Et moi, je comparais aujourd'hui, j'aurais tendance à comparer de plus en plus la sélection italienne avec l'Angleterre, parce qu'en fait, c'est le vivier. On n'a plus ce vivier en Angleterre quand on trouve que le gardien de but ou le deuxième gardien de but, il évolue en deuxième division. Aujourd'hui, par exemple, il y a un chiffre en Italie, c'est que 40% des joueurs utilisés lors des 3 premières journées de Série A, moins de 40% sont italiens. Contre, il y a moins de 10 ans, c'est-à-dire il y a 8 ans, c'était 70%. C'est-à-dire en moins de 8 ans, on est passé de 39%, de 70% à 39%. Donc, c'est comme l'Angleterre. Je me rappelle l'Angleterre, il y a 7-8 ans, au niveau de la fédération, ils avaient tiré un signal d'alarme par rapport à ça. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que même l'Italie, on dit que le football italien est en baisse, que les clubs... C'est la mondialisation du football. Déjà, les Italiens, si on a les moyens de prendre des meilleurs joueurs... Oui, mais s'ils ne jouent pas en Italie, on s'attend à ce qu'ils jouent ailleurs. À qu'ils jouent en Angleterre, qu'ils soient tellement bons pour que... Mais le problème est là, c'est qu'on ne forme plus de joueurs assez bons.
C'est peut-être que le modèle, aujourd'hui, ils avaient pu relancer un peu la chose avec Saki quand il avait pris la direction technique. Maintenant, Saki a décidé de travailler qu'avec les jeunes, donc aujourd'hui, il n'est plus aussi impliqué. Moi, j'ai l'impression que la relève n'est pas là, quoi. Mais aujourd'hui, les joueurs, voilà, il est à l'écran. Ouais. Ça, c'était censé être la star actuelle de 2017-2018 du football italien. Il est où? À Paris, il fait un match sur 3. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être la meilleure démonstration. L'un des meilleurs éléments de cette sélection italienne. Oui, mais c'est pas génial. C'est pas le Verratti qu'on attendait. Moi, je me rappelle, il y avait un trio. C'était Insigne, Verratti, et le troisième, c'était qui était attaquant de Dortmund, qui a complètement disparu. Immobile, Ciro Immobile, exactement. Voilà. C'était censé être les trois piliers de la sélection. Aujourd'hui, Insigne, Naples, bon, ça ne vole pas plus haut que ça. Immobilier n'est pas convoqué. Immobilier n'est pas convoqué. Voilà. Les amis, il reste quelques petites minutes. J'aimerais qu'on parle aussi d'un grand nom du football international qui a joué en Italie, qui a joué en Angleterre, qui a joué en Espagne, qui a brillé un petit peu partout. C'est Thierry Henry. Et Thierry Henry revient aux affaires, non comme étant un adjoint d'un sélectionneur en Belgique, mais là, il prend les commandes d'un club en difficulté, son club à lui, l'AS Monaco. On va d'abord écouter, voilà, c'était un extrait de la conférence de presse lors de la présentation aujourd'hui de Thierry Henry. On en parle juste après. Content d'être là, bien sûr. Vous savez très bien j'ai une longue histoire, mais tout a commencé ici. Et avoir l'opportunité de pouvoir revenir et de recommencer ici, c'est extraordinaire. J'ai été formé ici. Je suis passé à Clairefontaine. Clairefontaine m'a beaucoup donné, mais Monaco m'a beaucoup donné aussi. Donc voilà. Donc voilà, Monaco lui a donné beaucoup et il espère lui donner quelque chose. Est-ce que vous pensez rapidement, les amis, je pense qu'il va réussir parce que tous ceux qui le connaissent bien te disent que c'est un monsieur qui respire le foot, qui a beaucoup travaillé dans le foot. Le mal aimé en France. Hein. Non, ça c'est pour autre chose. Mais on dit que c'est un monsieur qui est véritablement versé dans le foot. Et ceux qui ont travaillé, un vrai passionné, et ceux qui ont travaillé avec lui en Belgique te disent que c'est un monsieur qui est très porté sur l'attaque, donc tu risques d'avoir une belle équipe de Monaco. Est-ce que ça suffit? Est-ce que Monaco, en étant en très très grosse difficulté, est-ce que le choix de Thierry Henry comme ça en cours de route est le bon? Justement, et il va réussir. Le problème, c'est qu'il est en France. Et réussir en France, ça veut dire quoi? Quand dans une ligue qui est écrasée par le PSG. Une seconde. Voilà. Donc, bah là, juste sauvé. Moi, je suis content de le revoir. Effectivement, c'est un passionné. Et en plus, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un joueur français. J'ai l'impression qu'il a fait sa gloire en Angleterre. Ouais. J'ai l'impression quand il a fait de la télé, il l'a fait en Angleterre. Il était à Sky Sport. Statué là en Angleterre. Quand il a été adjoint enfin, il s'est occupé des attaquants, c'était Lukaku de Belgique et d'Eden Hazard et compagnie. Il arrive dans un endroit où il va être. Je crois que c'est le meilleur buteur il se met en danger. L'histoire d'équipe de France, il me semble. Et il se met statut ni rien du tout. La statue est d'Arsenal. Il se met en danger. C'est tout à son honneur. J'ai peur qu'il le regrette. Voilà, donc le retour de l'enfant prodige de M. Thierry Henry en France en Ligue 1. Merci beaucoup. Je te confirme que ça a été un plaisir finalement d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à Reda Aleli. Merci à vous. C'était un plaisir bien sûr d'évoquer avec vous tous ces sujets. C'était intéressant, c'était vraiment intéressant de vous entendre et de vous écouter débattre de la sélection marocaine. Sauf quand M. Amin Rahmouni nous dit qu'il n'a pas aimé Hakimi à droite, qu'il le préfère à gauche. Non, je n'ai jamais dit ça. Oh là là, c'est incroyable. Mais si, tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Mais c'est un truc de fou quand même. L'émission est en direct, elle est aussi enregistrée, elle est aussi en replay. Donc, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fait une meilleure rentrée. Je préfère pas de absolu. Enfin bon. C'est la fin de cette édition. Amin Rahmouni, c'est un plaisir de t'avoir. Porte de sortie. Oui. C'est-à-dire qu'Amin Rahmouni prend son rôle de polémiste au sérieux. Et il crée des anicroches là où il n'y a que de l'harmonie. Et donc, parfois, il se laisse. De l'harmonie, pas de l'harmonie. De l'harmonie, l'harmonie du harmonie. Parfois, il se laisse un peu déborder par cette volonté de faire monter la tension. Et il en arrive à dire des choses qu'il regrette dans la voiture, croyez-moi. Voilà, les amis, c'est la fin de cette édition. On va vous installer des caméras dans la voiture parce qu'il paraît qu'il y a des débats ultra, très intéressants. Nous, on va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine. Mille merci également à toutes les équipes, à la régie et aux réalisateurs du club Driss Ba. Ciao les amis, on se retrouve mercredi prochain. Ciao.